Bonjour les amis, alors dans cette vidéo je vais vous présenter la troisième et dernière partie de la série Comment voit-on? Comment voit-on le monde? Comment voit-on les photos? Et comment on peut se servir de ça pour améliorer nos photos. Alors on va commencer par un petit résumé des deux épisodes précédents. Alors dans la première partie nous avions vu que finalement on voit bien, c'est-à-dire nettement en couleur et en relief, que dans une zone assez restreinte au centre de notre champ visuel. Plus on va vers les bords, moins on y voit bien, moins il y a de relief, moins il y a de couleur et moins il y a de précision, on y voit de plus en plus flou. Comment ça se fait qu'on a l'impression d'y voir très bien? Eh bien parce qu'en fait c'est le cerveau qui compense, il reçoit une image de la rétine qui ressemble beaucoup au capteur de nos appareils photo et lui effectue tout un travail qui est en fait la même chose que ce que nous faisons nous quand on fait le traitement de nos photos et de manière à nous faire croire qu'on y voit très bien partout sur tout le champ de vision. Mais le cerveau, comme tout traitement, il peut faire des erreurs, il peut se tromper de lui-même, et puis il a ses petites habitudes de fonctionnement, et nous on peut s'en servir justement pour lui faire croire des choses, et pour l'amener surtout à voir ce qu'on voudrait qu'il voie. Alors, on a vu que en général, le cerveau commence par voir une scène, ou une photo, mais on va parler des scènes, il la voit d'une manière assez globale, c'est-à-dire il la voit d'abord dans son ensemble. Il essaie de comprendre la scène de cette observation. Ensuite seulement, il se penche sur les détails, et c'est là qu'il va privilégier plutôt certaines parties, certaines zones que d'autres. En premier, on a vu que l'œil est d'abord attiré par la représentation de l'être humain, le visage surtout, puis par d'autres êtres vivants, par les hautes lumières, par du texte imprimé qui est facile à lire, par les couleurs pures et lumineuses, par tout ce qui est symbole, forme régulière, et seulement à la fin il est influencé par nos habitudes les habitudes culturelles, les intérêts perso qu'on peut avoir par rapport à certaines choses, etc. Dans la deuxième partie, nous avons essayé de comprendre comment on pouvait en profiter justement de ces habitudes, de ces réflexes de l'œil, et du cerveau surtout, pour faire de meilleures photos. Qu'est-ce que c'est des meilleures photos? C'est-à-dire que dans chaque photo, normalement, nous avons un sujet, c'est-à-dire on a une intention. L'intention, c'est de montrer tel ou tel élément. Et il y a sur les photos ce que je vais appeler un chef, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on regarde cette partie-là, ce sujet-là. Si ça correspond à ce que nous on a décidé qui était le sujet de notre photo, à notre intention, c'est gagné, l'œil vient vers ce qui était pour nous le sujet principal. Si les éléments de la photo, la composition de la photo fait que l'œil va plutôt ailleurs, là il y a un petit problème. Il faut faire en sorte que l'œil soit attiré par ce que nous on voit comme étant le sujet principal, comme étant le chef de la photo. Donc il y a des choses qui sont entre guillemets des faiseurs de chef. C'est-à-dire des choses qui font que l'œil va vers tel ou tel endroit. Et qu'est-ce qu'il y a parmi ces éléments? Mais il y a, entre autres, je ne vais pas refaire la liste complète, là je fais que le résumé, il y a la netteté. La zone nette sur une photo va attirer le regard bien plus qu'une zone qui n'est pas nette, c'est évident. Il y a aussi quelque chose, le sujet, plus le sujet est vaste et occupe de la place sur une photo, plus ça va être ça qui va attirer notre regard. Là, sur ces trois danseuses, celle-ci occupe le plus de place. On vient clairement se tourner plus vers celle-ci que vers les deux autres. Il y a aussi des contrastes. Les contrastes, quand un sujet se décide, enfin une zone, un élément d'une photo se détache parfaitement sur l'arrière-plan, l'œil est beaucoup plus attiré que si on est dans le ton sur ton ou des choses comme ça. Donc parmi les éléments de la composition d'une photo, il y a aussi des éléments qui nous attirent plus que d'autres. En premier, un élément très fort, c'est les lignes. Les lignes guident notre regard. Si au bout le sujet se trouve ici, ce que nous on a décidé qu'était notre intention d'être le sujet, c'est super. Si le sujet que nous on veut montrer est là, alors que le regard est guidé ici, il va y avoir un problème. Donc il y a les lignes droites, les lignes courbes. Ça sont des lignes droites qui mènent au sujet. Des lignes courbes, là par contre il n'y a pas de sujet, c'est un petit peu dommage. Les lignes n'ont pas nécessairement besoin d'être des lignes physiques sur la photo, ça peut être des lignes virtuelles, comme la ligne d'un regard ici, ou la ligne d'un mouvement. Et tout ça font que le regard est attiré à tel ou tel endroit. Mais il n'y a pas que les lignes.
il y a d'autres éléments de composition et nous allons les voir aujourd'hui. En particulier, il y a les formes. Alors les formes, globalement, on peut dire qu'il y a les formes fermées et les formes ouvertes. Les formes fermées, c'est comme ici ce jeune qui est sur cet engin-là, qui file. La forme est fermée, c'est-à-dire qu'elle est tout entière contenue dans la photo. En plus, là, elle se détache particulièrement bien sur le fond qui est filé. Quand il y a une forme, voilà, comme ceci, quand il y a une forme qui est ouverte, comme là, la main, c'est ouvert dans la mesure où il n'y a pas tout le sujet n'est pas entièrement compris dans la photo, mais il reste quand même contenu, enfin, il reste quand même identifiable. La forme n'a pas besoin d'être entièrement dans la photo, comme on le faisait autrefois, il y a quelques décennies, c'était une aberration au niveau de la composition, enfin c'était considéré comme une aberration, qu'il y ait une forme ouverte, une forme qui ne soit pas entièrement comprise dans la photo. Depuis, ça a évolué, on a appris à regarder les images autrement, les photos, il n'y a pas de problème actuellement, heureusement, pour mettre des formes ouvertes sur nos photos. Les formes ouvertes, par contre, sont peut-être un petit peu moins identifiables au premier regard, mais elles sont tout à fait valables, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on reconnaît quand même que cet élément, c'est la main d'une personne qui est là, il n'y a aucun souci. Par contre, si on ne sait pas ce que c'est, là, ça va piquer un petit peu. Revenons aux formes fermées. Les formes fermées sont englobantes, c'est-à-dire que comme elles sont fermées, il est très facile de mettre quelque chose à l'intérieur, de préférence un sujet, un élément important, qui va attirer le regard. C'est le thème du cadre dans le cadre. Et parmi ces formes fermées, la première, la plus simple, c'est évidemment la forme carrée. Voilà. Là, on a clairement un cadre dans le cadre, hein. On a le cadre de la photo, à l'intérieur duquel il y a le cadre de la fenêtre, et le sujet, cette jeune femme, se trouve à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc le carré et le rectangle. Il y a les formes circulaires, les cercles, les ronds, les ovales, avec là encore une fois le sujet à l'intérieur est particulièrement attractif. Il attire beaucoup le regard. C'est une forme aussi qui donne de la douceur, beaucoup plus évidemment que les angles droits d'un carré ou d'un rectangle. Tout naturellement, l'ovale c'est la forme du visage, donc ça contribue aussi à attirer notre attention. Dans la mesure où c'est une forme, on a vu que le visage humain attire particulièrement l'œil. Là aussi, une forme peut être un petit peu virtuelle, disons. C'est-à-dire que là, par exemple, la zone de lumière dessine un ovale dans lequel se trouve le sujet qui est le signe. Une forme qui est très répandue, voilà comme ça, une forme qui est très répandue aussi autour de nous, dans les scènes, c'est le triangle. Le triangle est très 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 répandu, ne serait-ce que parce qu'il y a des perspectives. Dès qu'on est dans un endroit avec des perspectives, notamment une rue, une route, des constructions, il y a un triangle qui apparaît. À nous de mettre le sujet au bout, et ça donne beaucoup de dynamique. La forme triangulaire est très dynamique, justement, parce qu'on a envie de la suivre, d'aller vers le bout, de se mettre en route, et donc c'est très souvent utilisé pour guider le regard. Ensuite, il y a des formes moins régulières, des formes organiques, naturelles, comme la forme de la feuille. Alors là, bon, le sujet est évidemment facile, hein. Autour, il n'y a pas grand-chose à voir, on a cette forme, et à l'intérieur, il y a la petite bestiole. Alors évidemment, le regard est tout naturellement porté vers cette forme-là, mais ça marcherait aussi sur une photo moins graphique. Le regard est attiré par la forme naturelle et ce qui s'y trouve à l'intérieur. Et puis, bien sûr, il y a les formes virtuelles, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas physiquement dessinées sur la photo, qui sont pas, enfin, sur la scène, mais qui existent quand même réellement dans la photo, comme par exemple là les deux lignes qui délimitent le passage de l'ombre à la lumière. Ici, on a aussi un triangle donné par les trois visages et les mains du garçon du milieu. Là, on a un ovale qu'on voit avec la forme de la feuille et la forme de l'araignée. Et ici, on a aussi une forme ovale qui englobe le sujet, qui est la petite bestiole qui est cachée dans sa feuille. Voilà pour les formes. Un autre point très important, bien que souvent discret sur nos photos, c'est le point. Le simple point, c'est-à-dire la petite surface, petite sur notre photo. Ici, c'est cette personne avec le parapluie rouge qui attire fortement l'attention. Et pourtant, elle est toute petite sur la photo, elle représente une toute petite fraction de notre photo, mais avec la couleur rouge vif, avec l'emplacement au bout de cette passerelle en demi-cercle. Cet élément est très important, très 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 important. Il ne fait pas toute la photo à lui seul, bien sûr, mais il contribue beaucoup à la rendre un petit peu, à la faire sortir un petit peu de l'ordinaire.
Et c'est pas seulement la photo d'un monument, à la tombée du jour, c'est aussi un élément constructif de la photo qui attire l'œil, qui donne sa valeur à toute l'image. C'est un pivot autour duquel s'articule le reste de la composition. Ici, également, le vautour occupe une toute petite place sur la photo, mais imaginez la même photo, le même paysage sans le vautour, ce serait très banal. Il y a le ciel, un ciel sans intérêt, où il n'y a pas grand-chose à voir, qui occupe les 2 tiers. En bas, bon, il y a un joli paysage, mais on ne se rend pas bien compte à quel point il était vaste. Le vautour sert de pivot à l'image, il la meuble, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce qu'il est en train de regarder, de voir de là-haut, quoi. Donc ce tout petit point représenté par le vautour est en fait très 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 important dans la composition. Un point virtuel, ça existe aussi. Là par exemple on a les lignes fuyantes, elles ne se rejoignent pas, il n'y a pas de point à proprement parler au bout de toutes ces lignes, mais c'est quand même un point d'intérêt, un pivot de la photo, et donc j'ai attendu que la femme qui monte les escaliers arrive à cet endroit-là pour déclencher. Du coup le point c'est elle, mais le point existait déjà avant qu'elle y soit. J'ai simplement utilisé la présence de ce point virtuel et j'ai attendu qu'elle arrive au bon endroit, hein. J'ai eu de la chance, elle a marché au milieu des escaliers pour déclencher juste au moment où elle était à l'endroit où il fallait. Comme on l'a vu dans une autre intervention avant, quand on a étudié la théorie de la Gestalt, les points rapprochés sont perçus comme des lignes. Ici, on a ces 5 pigeons et celui-ci qui fait le chef là devant. Les 5 pigeons alignés, 5 petits points par rapport à la photo deviennent une ligne, surtout avec celui-là devant, et ça meuble complètement la photo d'une manière complètement différente. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos des compositions. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est la couleur. La couleur, regardez sur cette photo, l'opposition, la complémentarité entre le rouge pâle des tuiles et le vert de la végétation, qui forment ce qu'on appelle une complémentaire. La couleur est très importante dans une photo, non seulement parce que la couleur elle-même, les harmonies de couleurs, les complémentaires, les monochromes, ce qu'on appelle les analogues, etc. Je ne vais pas vous citer toutes les harmonies qui existent. En soi, c'est important, mais aussi parce que les couleurs ont une signification, elles prennent de l'importance selon leur saturation, la poids, la surface qu'elles occupent sur la photo, mais aussi elles ont une signification. C'est sûr qu'un film d'horreur, par exemple, hein, vous avez tous vu des films qui sont censés faire peur, il y a toujours une ambiance un peu verdâtre, imaginez la même chose avec une lumière rose, ça ne donne pas du tout le même effet, ça ne fout plus du tout les chocottes. Donc les couleurs ont un sens. Le rouge, c'est la couleur de l'action, de la violence éventuellement, mais de l'action. Le vert fait peur ou appelle selon les cas, le bleu aussi a tendance à calmer. Chaque couleur a une signification, et selon les couleurs qu'on utilise et la façon dont on les utilise et dont on les marie entre elles, le sens de la photo ne va pas du tout être le même, et l'œil ne va pas se porter du tout sur les mêmes endroits. On l'a vu tout à l'heure avec le parapluie rouge, il aurait été bleu, ça n'aurait pas du tout fait le même effet. Sur cette photo, par exemple, cette femme qui est passée en robe fuchsia devant le bâtiment avec les vitres bleues, le reflet du ciel derrière qui est encore plus bleu, on ne voit qu'elle, elle n'est pas bien vaste sur la photo, elle est dans un petit coin, mais on ne voit qu'elle à cause de la composition, à cause justement de cette opposition de couleurs. Ici aussi, le regard est naturellement attiré par le visage humain, même si c'est une représentation graphique. Là, il y a plus de couleurs qu'ailleurs, hein. Ailleurs c'est terne, là c'est très lumineux, ailleurs c'est très terne. Là, on a de la couleur, on a un visage humain, l'œil est tout de suite attiré par là. Et puis il y a un effet d'humour de voir la gueule que fait le personnage en voyant la bagnole exploser devant. C'est très plaisant. Les couleurs sont très importantes, regardez ici. J'ai cette image qui est majoritairement monochrome, bleu, avec des tons de bleu. Il y a juste cette virgule, cette petite courbe rouge en plein milieu. Le personnage là au bout, qui est au bout de cette ligne, qui est à l'angle de cette ligne-là, qui est sous ces lignes verticales, qui se détache bien par contraste de l'arrière-plan. Le sujet, c'est à l'évidence, lui, il est à la fois un point, le sujet principal, et pourtant il occupe une toute petite surface sur la photo.
la composition de cette photo est très bien faite dans la mesure où donc il n'y a pas de doute, on voit immédiatement quel est le sujet et comment il se retrouve là au milieu de cette ambiance. Les couleurs jouent beaucoup, notamment ce truc rouge. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos de la manière de composer une image, sur la manière dont on voit le monde autour de nous. Les couleurs, la luminosité, en noir et blanc, mais pas seulement en noir et blanc, a beaucoup d'importance. Les équilibres des masses sur une photo. Comprendre comment est constitué, comment articuler une image est vraiment un domaine passionnant. Notre regard a évolué au cours des ans. Euh, j'ai dit qu'on ne voyait pas les photos de la même manière qu'on regarde le monde. J'ai expliqué pourquoi. Pourquoi justement parce qu'on ne voit bien que le centre d'une scène quand on regarde le monde. Alors, quand on voit une photo, c'est déjà un petit monde à elle seule. Et n'oubliez pas que quand on regarde une photo qui est petite, même si on le regarde sur un grand écran, ça ne remplit pas tout le champ de vision. Mais le cerveau cherche à interpréter tout le champ de vision. Cette façon de regarder les choses est en train d'évoluer. Il y a eu une époque où les gens, dans toute leur vie, la photo n'existait pas, les gens, dans toute leur vie, ne voyaient que 4, 5 représentations sur des tableaux, des fois même pas 4 ou 5. Dans les années 60, on en est venu à voir, je ne sais pas, peut-être 10, 15 photos par jour, je ne sais pas. Actuellement, on ne se rend pas compte, mais on en voit des milliers par jour. Forcément, notre façon de regarder les images a beaucoup évolué. On ne regarde pas les images de la même manière qu'on les regardait avant. Si quelqu'un aujourd'hui faisait des photos comme les ont fait les pionniers de la photo il y a un siècle ou un siècle et demi, ils se planteraient complètement. Ce qui était des œuvres d'art monumentales à l'époque euh, n'aurait plus aucune valeur aujourd'hui. Rappelez-vous quand les frères Lumière ont projeté le fameux petit bout de film, l'entrée du train dans Gare de la Ciotat, de voir arriver le train sur eux, il paraît que des spectateurs se sont levés, pris de panique dans la salle, ils avaient l'impression que le train venait vers eux. Aujourd'hui, c'est absolument impensable. Notre cerveau sait que c'est une image, il sait que c'est juste sur l'écran et que le train ne va pas les rentrer dedans. Dans d'autres domaines, imaginez un musicien aujourd'hui qui composerait comme composait Schubert à son époque, ou un écrivain qui écrirait comme écrivait Zola, ou je sais pas moi, un peintre qui peindrait du cubisme comme l'a fait Picasso il y a plusieurs dizaines d'années. Actuellement, c'est plus possible. Ce qui était complètement innovant à une certaine époque ne l'est plus, d'une part, et d'autre part, on ne regarde plus et on n'écoute plus les choses comme on les regardait, comme on les écoutait il y a 50, 100, 200 ans. C'est évident. Ça a évolué et ça va continuer à évoluer. Je ne peux que vous recommander une fois de plus, très fortement, de découvrir, d'apprendre et de lire et de relire ces deux bouquins, surtout le premier tome, La grammaire de l'image de Nathalie et Philippe Baudy. C'est vraiment la Bible en matière de comment voir le monde, comment composer une photo. Tout ce que je vous ai raconté ici dans ces trois vidéos ne représente que peut-être le 20e de ce qu'il y a dans quelques pages du premier tome. Il y a beaucoup de choses. En plus, c'est écrit avec humour. Il y a pas mal, il y a beaucoup, enfin, c'est passionnant. C'est vraiment la Bible. Je vous recommande vraiment la lecture de ces deux bouquins. Voilà, c'en est tout pour cette petite série. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis peut-être à une autre fois pour d'autres occasions et d'autres sujets. Au revoir.